La Méditerranée renferme dans ses profondeurs des mystères jalousement gardés, dont celui de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry. À 44 ans, c'est certainement le plus vieil aviateur de la Seconde Guerre mondiale. Pour lui, la vie n'a de sens que dans les airs, à servir son pays, à bord de son P-38 Lightning. La mort est une compagne sournoise, présente à chaque vol et faisant partie de la mission. Écrivain, humaniste, aviateur, Saint-Exupéry est respecté par les pilotes, alliés comme ennemis. Il est revenu des États-Unis en 1943, en y laissant son Petit Prince dans sa première édition américaine. Mais Saint-Exupéry n'ouvrira jamais l'édition française parue en 1946. Le 31 juillet 1944, il s'envole de Corse pour une mission de reconnaissance aérienne vers Grenoble. Il ne rentrera jamais, déclaré perdu en mission. C'est le début d'un incroyable mystère sur sa disparition. Une énigme qui va durer plus d'un demi-siècle avant que son fantôme ne réapparaisse dans les eaux bleues de la Méditerranée, juste en face des calanques marseillaises. Une équipe de plongeurs, de journalistes, d'historiens va remonter le temps en plongeant dans les profondeurs de la Méditerranée pour tenter de découvrir la fin du mystère Saint-Exupéry. Des nuages aux profondeurs. Le dénouement de l'histoire semble se rapprocher de ces îles découpées par le vent et forgées par la mer, l'archipel du Riou. Témoin privilégié de l'affaire Saint-Exupéry, Hervé Vaudois a mené une incroyable enquête historique pour comprendre la disparition du pilote. Voilà, c'est là, juste en face des calanques, que la gourmette a été repêchée et que l'affaire Saint-Exupéry a refait surface. L'archipel du Riou semble être la fin de l'histoire. Il va faire un incroyable bond dans le temps, jusqu'au 31 juillet 1944. Il va revivre la dernière journée de Saint-Exupéry, à bord de son P-38, avec sa section 233 basée en Corse. La clé du mystère doit forcément s'y trouver. Selon les témoins avec qui il a dîné ce soir-là, il se serait éclipsé vers 23h, 23h30, a priori seul. Entre cette heure-là et le petit matin, nul ne sait ce qu'il a fait, puisque vers 1h30 du matin, le capitaine Leleu, qui était l'officier d'opération de garde ce soir-là, en passant devant la chambre de Saint-Exupéry à la villa d'Herbalunga, remarque que son lit est inoccupé. Tonio ? Tonio ? Syntex n'est pas rentré. Il connaît la consigne, tu pilotes demain. Il demande au capitaine Ziegler, qui est un des camarades de Saint-Exupéry, de préparer un plan de vol pour suppléer Syntex dans cette mission-là. Le lendemain matin, à 7h, il se lève, va à la salle du petit déjeuner pour se préparer à rejoindre le terrain de Bastia, de Porrette. Et il vient juste de se verser une tasse de café quand la porte s'ouvre et Saint-Exupéry apparaît un peu bougon, il dit pas un mot. Et 7h30, Durier. Et c'est le lieutenant Durier, qui est l'officier d'opération adjoint, qui va le conduire jusqu'au terrain, au sud de Bastia, dans la Jeep. Il fait beau ce jour-là, c'est le 31 juillet, c'est l'été, une température agréable, c'est tôt le matin. Saint-Exupéry a l'air assez taciturne, mais d'après le témoignage de Durier, en assez bonne forme. Très belle journée pour voler. Allez. « 223. Bon avion. » Quand il arrive au terrain,
Il revêt sa combinaison de vol chauffante avec toujours beaucoup de difficultés parce que Saint-Exupéry était assez coincé depuis ses multiples accidents d'avion dans le désert libyen au moment où il essayait de battre le record de liaison entre Paris et Saïgon. Puis quelques années après au Guatemala sur une tentative de record, il avait eu des crashs qui l'avaient laissé complètement brisé. Et il était notamment incapable de bouger une épaule, donc incapable de s'équiper lui-même avec cette combinaison chauffante. Il est 8h20 Durier. On y va. Sa mission ce jour-là, c'était de faire un maximum de clichés de la zone Annecy-Grenoble, qui allait être quelques semaines ou quelques mois plus tard un point important de la progression des troupes alliées vers le nord de la France et vers l'Alsace. Tout est prêt, commandant. Durier aide Saint-Exupéry à se hisser sur l'aile du Lightning. Incapable de s'installer tout seul et de boucler sa ceinture dans son avion, et incapable aussi tout seul de fermer la verrière du cockpit et bien sûr de l'ouvrir, y compris d'ailleurs en situation d'urgence en vol. Il n'aurait pas pu s'extraire tout seul de son avion puisqu'il aurait été incapable, du fait de ses blessures, de pouvoir s'extraire pour sauter en parachute. Colgate, straight down 6. I'm ready to take off. Copy, you're clear to take off. Copy, Colgate. Take off. Delta 6. Il est 8h45, il décolle normalement. On le suit en visuel, puis après il sera suivi par les radars américains jusqu'au moment peu ou prou où il double la côte, à peu près au niveau de Saint-Raphaël, c'est-à-dire à l'endroit où vivent sa mère et sa sœur. À partir de 40 ans, méfiez-vous des avions que vous piloterez. Quel rôle de femme, cette voyante? Mourir dans les vagues de la Méditerranée. Il sera en revanche repéré par la station radar allemande de Lyon, aux alentours de midi. Il y a un écho qui fait des allers-retours au-dessus de la région Grenoble-Annecy, celle qui a été assignée à Saint-Exupéry pour cette mission de reconnaissance photographique préparatoire au débarquement des troupes alliées en Provence, qui aura lieu le 15 août 1944. Grenoble. On voit rien. Le plafond est trop bas. Allez, je rentre. Être si près des nuages, loin de la terre, survolant les hommes, l'inspirait beaucoup. Mais il avait des intuitions aussi fortes que des certitudes. Un jour, je finirai en croix dans la Méditerranée. Je ne regretterai rien. Il entame son retour selon la trace qu'il laisse sur les radars allemands entre 11h30 et midi le 31 juillet. Il redescend donc vers Valence et puis après, sans doute est-il trop bas, on perd sa trace radar. Logiquement, son avion, par rapport à sa consommation de carburant, il peut rester en l'air jusqu'à 13h. À partir de midi et demi, à la base, on s'inquiète beaucoup de l'absence de Saint-Exupéry. Toujours rien de Syntex? Non, capitaine. Ça fait déjà 6 heures. Il a épuisé son carburant. Est-ce qu'il a un ennui à ce moment-là? Est-ce qu'il fait un autre choix? Est-ce qu'il essaye d'aller faire d'autres photographies? C'est tout à fait possible. On le saura jamais vraiment, puisque Saint-Exupéry, une de ses caractéristiques, c'était de ne pas vraiment suivre ses plans de vol. Station de radio de Colgate. Capitaine Gavoil du 233. Oui, capitaine. Vous avez des informations sur un appareil en détresse? Négatif, capitaine, négatif. Non, Antonio, pas ça. Le capitaine Gavoil, qui est le patron de la 233, qui est un
très cher ami de Saint-Exupéry, n'était pas là le 31 juillet au matin. L'intention de Gavoil, elle était claire depuis longtemps. Lui, il voulait révéler à Saint-Exupéry suffisamment de détails sur le débarquement en Provence qui se préparait pour le 15 août, afin de le clouer au sol et de faire en sorte qu'il ne vole plus et qu'il ne prenne plus de risques. Il est déjà à ce moment-là à sa 8e mission, c'est-à-dire 3 de plus que ce que lui avait octroyé et autorisé le général Iker, qui était le commandant des forces aériennes alliées en Méditerranée. Pilote non rentré. Présumé disparu. Syntex disparu en mission. 1er août 1944, Gavoil rentre dans la chambre de Saint-Exupéry. Il y trouve un manuscrit complet en plusieurs carnets qui vont constituer le dernier roman de Saint-Exupéry qui sera publié en 1948, c'est Citadelle. À ton niveau. On y trouve 2 lettres, une lettre à un officier, une lettre au général X et une lettre à un vieil ami de Saint-Exupéry, Pierre Dalloz, à qui il écrit une lettre un peu crépusculaire et dont la dernière phrase résonne un peu comme une prémonition. L'idée de la mort me laisse vertigineusement indifférent, tant je redoute d'avoir à affronter vivant le monde qui se prépare. Moi, je fais la guerre le plus profondément possible. Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante. Et je hais leur vertu de robot. Moi, j'ai été fait pour être jardinier. C'est au pied des Calanques que le mystère Saint-Exupéry, protégé par l'obscurité des profondeurs, va remonter brutalement à la surface, après 54 ans passés sous l'eau. Jean-Claude Bianco, ancien pêcheur professionnel, a été marqué à tout jamais par l'empreinte de l'écrivain pilote. Une découverte qui a bouleversé sa vie et qui l'a lié à tout jamais au fantôme d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce jour-là, c'était le 7 septembre 1998. Et à l'époque, j'avais un chalutier qui s'appelait l'Horizon, qui était un bateau de 25 mètres avec 1000 chevaux à bord et 5 hommes d'équipage. Alors on largue le chalut au pied de l'île de Rioux et on tire le filet vers le phare de Cassidaigne, Cassis, Sormiou, et on fait un grand rond comme ça pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, on met le chalut à bord, on vide la poche sur le pont et l'équipage se met à trier le poisson. Et mon second qui s'appelle Habib, il vient me voir, il me dit « Jean-Claude, j'ai trouvé une gourmette. » Ah bon? Alors Habib, qu'est-ce qu'il y avait comme poisson? Du merlan, du rouget. Et j'ai trouvé une gourmette par contre. Ah, alors là, me fait voir rouler. Antoine Saint-Exupéry, Consuelo, Reynald et Hitchcock, 4e avenue, New York City, USA. Ça, bon. Antoine Saint-Exupéry. Quand j'ai vu marquer tout ça, je me tourne vers Habib, j'ai dit Habib, on a fait un coup de chalut formidable. Il me dit pourquoi? J'en ai retrouvé la gourmette Saint-Exupéry. Et je suis d'autant plus étonné qu'un an et demi avant, on m'avait loué mon bateau pour remonter des morceaux d'avion en baie de la Ciotat, pensant que ce serait l'avion de Saint-Exupéry. Un an et demi avant. Depuis le temps, je ne suis toujours pas revenu parce que dans l'immensité de la mer, c'est grand la mer, hein? Trouver un truc comme ça, ça paraît... c'est presque miraculeux. La gourmette est un indice incroyable de la présence de l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry. 54 ans après sa disparition, le pilote plane à nouveau dans les esprits. Jean-Claude Bianco va confier son secret à Henri Germain Delauze. C'est le PDG de la Comex, la célèbre société de travaux sous-marins. Delauze est stupéfait et veut retrouver l'épave. Et nous voilà partis à la recherche de l'avion. Et nous pensions en avoir pour 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. On a mis 4 ans et demi. 4 années. Il faudra tout ce temps pour que le mystère de la disparition de Saint-Exupéry s'éclaircisse à nouveau. La gourmette a été retrouvée par hasard. L'épave de l'avion suivra le même chemin. C'est un scaphandrier marseillais, Luc Vanrel, qui fera le lien entre une vieille épave qu'il connaît
et l'apparition de la gourmette. Mais l'histoire de Saint-Exupéry résiste encore. À partir du moment où l'affaire de la gourmette a été publiée et connue, étant à la mer tous les jours pour aller à la grotte Cosquer, qui est à peu près ici, hein, donc on a une vue parfaite sur le secteur. J'ai vu régulièrement le mini-bex de la Comex qui faisait des recherches sur ce secteur-là. Donc je me suis dit que forcément il y avait un lien entre la route de pêche de Bianco qui passait sur ce secteur, les recherches de la Comex sur le secteur et l'annonce de la découverte de la gourmette, plus connaissant la présence de vestiges d'avions à cet endroit-là, le lien était quand même rapide et facile à faire. Le gros des vestiges est à 87 mètres de fond. Voilà, c'est à peu près à cette distance qu'étaient les plus hauts vestiges, ceux qui sont aujourd'hui au musée du Bourget, qui ont été remontés voilà, sur des fonds de 64-66 mètres. Les vestiges ont probablement été remontés par la pêche jusqu'à ces profondeurs-là, puisque le site est quand même un petit peu plus au large. C'est en février 1999 que Luc Vanrel va commencer les plongées sur cette épave, au large du Comblouet. Son intuition lui fait penser qu'il touche au but, mais l'identification sera compliquée. Première descente après la gourmette, je m'en souviens très bien. Ouais. Et la première plongée sur l'épave, oui, ça a été très très émouvant parce que les vestiges étaient habités par la personnalité de Saint-Ex du coup. Et donc potentiellement avait pris une importante et autre saveur. Luc Vanrel a fait des centaines de plongées sur les débris dispersés au fond. Il va découvrir non pas une, mais deux épaves enchevêtrées l'une sur l'autre. Un moteur allemand de Messerschmitt, facilement identifiable, et beaucoup de morceaux appartenant très certainement à un P-38. Mais est-ce bien celui de Saint-Exupéry? Pour s'en assurer, Luc Vanrel va faire appel à un spécialiste des avions de la Seconde Guerre mondiale, Philippe Castellano. Cet historien est une référence. Il a déjà expertisé d'autres épaves de P-38 sur la piste de Saint-Exupéry. Des fausses pistes qui n'avaient mené à rien. Ce moment où je rejoins Luc est fabuleux puisque Luc me fait découvrir des photographies sous-marines et un film vidéo tourné sur l'épave. Immédiatement, je distingue sur les photos deux tubes particuliers qui sont les tubes retour des turbocompresseurs. Je découvre un turbocompresseur et surtout une écope d'entrée d'air qui est très particulière sur le côté. Elle est de forme ogivale. À ce moment-là, je regarde Luc et je lui dis « Luc, je peux t'assurer que tu as en main l'avion à bord duquel a disparu Antoine Saint-Exupéry. » Quelques vestiges de l'épave seront sortis en septembre 2003, après des démarches administratives sans fin. Philippe Castellano va y chercher le numéro de fabrication du constructeur, seule preuve formelle pour identifier l'avion. Une fois l'étude des pièces in situ à Aubagne, nous avons retrouvé ces 4 chiffres, 2734, qui confirmaient définitivement que nous avons bien affaire à l'avion à bord duquel a disparu Antoine Saint-Exupéry. François Daguet est le neveu d'Antoine de Saint-Exupéry. Très proche de son oncle, il avait 19 ans quand il a disparu. La gourmette a réveillé des souvenirs et les questions reviennent inlassablement sur le mystère Saint-Exupéry. Il y avait 2 hypothèses principales. Une, la panne d'oxygène. 1 minute sans oxygène, perdait conscience et l'avion tombe en vrille. Et puis, certains disaient qu'il a été abattu par un avion allemand, par un chasseur. Et finalement, à partir du moment où la gourmette apparaît, c'est-à-dire au bout de 54 ans, là, on a une piste. Pourquoi la gourmette? Lui, on ne le retrouvera plus au bout de 54 ans, il n'existe plus. Et bon, on en est là. Mais pourquoi? Comment?
Quand les débris de l'épave sont retrouvés, il n'y a aucun élément sur ces morceaux qui permet de penser que l'avion a eu un problème mécanique ou a été abattu. La seule chose qu'on sait par l'étude des pièces et leur déformation, c'est que l'avion a touché l'eau quasiment à la verticale, donc en piqué presque, et entre 700 et 800 km/h de vitesse, donc à fond. Le choc a été d'une extrême violence. Voilà la réalité au moment où on retrouve les débris. Luc Vanrel et Philippe Castellano demandent de l'aide à un historien allemand, Lino von Garsten. Ce dernier va enquêter sur l'épave du Messerschmitt, retrouvée enchevêtrée dans celle du P-38 de Saint-Exupéry. Le numéro de série du moteur va l'amener jusqu'au pilote allemand, le prince de Bentheim. Il a été abattu 6 mois avant Saint-Exupéry. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. À l'époque, je faisais beaucoup de recherches pour trouver des témoignages, pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec le prince allemand en fait. Et pour ça, je parlais avec beaucoup de vétérans de l'époque et par hasard, je suis tombé presque au fin de mes recherches sur M. Ruppert. Tout de suite, M. Ruppert, au téléphone, il m'a répondu « Oui, tu peux arrêter à chercher. C'était moi qui ai abattu Saint-Exupéry. » C'était trop pour moi et j'ai posé la question, s'il te plaît, tu peux répéter qu'est-ce que tu as dit? Il me dit oui, c'était moi qui ai battu Saint-Exupéry. Il leur avouera que le 31 juillet 1944, on lui a demandé de décoller seul avec son Messerschmitt parce que la station radar de Lyon avait repéré un avion ennemi. Il a pris l'air et il nous raconte qu'un peu au-dessus de Toulon, il a repéré un avion à 2 queues, un Lightning, qu'il l'a pris en chasse, qu'il était disposé à le laisser partir si cet avion avait obliqué vers le sud, mais que comme il semblait insister et se diriger droit vers Marseille, il lui tire dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est un Messerschmitt. Il approche du soleil. Je vais essayer d'échapper. Je suis touché, je perds de la puissance. Il s'approche très vite. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Qu'est-ce qui se passe? L'avion plonge tout de suite dans la mer, à l'endroit où, effectivement, presque 60 ans plus tard, Jean-Claude Bianco va repêcher sa gourmette et Luc Vanrel retrouver les débris de son avion. La station radio allemande basée au-dessus de Monaco a été alertée. L'aspirant de la Luftwaffe, Hans Limes, entend une phrase lointaine qui lui glacera le sang. Ich glaube nicht, ich denke nicht. Quelques heures plus tard, il est contacté par le pilote allemand présent dans les échanges radio. Il cherche à authentifier son combat contre un avion de reconnaissance. Ce pilote est certainement Horst Rippert, qui vivra depuis ce jour avec la mort de Saint-Exupéry sur la conscience et qui le vivra mal. Tous les détails que nous avons disent bien que c'était M. Rippert à 99,9%. Le mystère qui n'est pas encore totalement levé et qui ne le sera sans doute jamais, c'est les circonstances précises de la mort de Saint-Exupéry. Moi, je tiens l'hypothèse Horst Rippert pour valable, dans la mesure où, là encore, un peu comme pour la gourmette, je ne vois pas à qui profite le crime. Quel intérêt aurait eu Horst Rippert de revendiquer plus de 60 ans après, alors qu'il avait 90 ans, une victoire aérienne, d'avoir abattu Saint-Exupéry, alors qu'au contraire, il nous a dit que c'était quelque chose qu'il avait regretté toute sa vie, parce que s'il était devenu pilote, c'est parce qu'il avait lu les ouvrages de Saint-Exupéry et c'est ce qui lui avait donné le goût de voler et de piloter des avions. Vol de nuit, pilote de guerre, terre des hommes, le petit prince. Une partie seulement de l'héritage fabuleux de l'écrivain pilote, disparu sur un désert de sable par 87 mètres de fond. Encore vous? Que faites-vous là? J'atterris dans cet étrange désert de sable, plus loin que je n'ai jamais été. Et toi, que fais-tu encore ici? Je promène ma Rose. Elle voulait voir ta planète et elle est très contente de te rencontrer. Je vais partir avec toi, petit bonhomme.
Maintenant, j'ai toute l'éternité pour voyager. Ses rêves sont devenus aujourd'hui un peu les nôtres. Le petit prince continuera à rire sur son étoile, et il suffira de regarder la mer au-dessus des Calanques pour entendre à nouveau voler Saint-Exupéry à bord de son avion.